Il est tard, très tard, et à cette heure-ci, notre aventurier est dans son bureau en train de coder un énième projet perso. Ça va marcher, ça va marcher. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est sa compagne. Tu bosses à 2 heures du mat? Non mais t'es pas bien, tu m'as réveillé avec ta musique. Non mais attends, en fait, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas du boulot. Euh, En fait, à la base, je me suis demandé si, pardon, je me suis demandé si je pouvais faire communiquer 2 pages web sur 2 ordinateurs différents avec des ultrasons. Et bon, je me suis un peu égaré en chemin. Et du coup, j'ai créé un instrument de musique assez cool. Ouais, mais on s'en fout, quoi. Et puis, je suis pas certain que les ultrasons étaient censés me réveiller. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Open Device. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur l'utilité des projets perso. Alors que ce soit avec ma compagne ou avec la plupart de mes amis moldus, on va dire, les non-informaticiens, euh, j'ai toujours du mal à expliquer. Alors déjà, j'ai du mal à expliquer ce que je fais. Donc en général, je dis je fais des sites web. Ça m'évite d'avoir à réparer l'imprimante comme on l'a tous fait à Noël. Et après, j'essaye d'expliquer que il y a le temps de la journée où je travaille pour ma société, avant pour des clients, etc. Et il y a ce que je fais le soir, le week-end, le midi, ça va dépendre. Et ça, c'est, je sais pas, à mon avis, ça vous est déjà arrivé, mais c'est très difficile à expliquer à un pompier, un avocat, un médecin, un commercial. Je vois mal un avocat dire, tiens, je vais faire un procès contre lui sur mon temps libre. Les gens, bon voilà, et du coup, j'ai beaucoup de mal à expliquer à quel point c'est différent, à quel point quand je code le soir, c'est un contexte complètement différent qui m'apporte beaucoup de choses. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais recélébrer un peu les projets perso. J'ai surtout pas envie de culpabiliser les gens dont je fais partie de temps en temps qui, pour plein de bonnes raisons, n'ont pas le temps. Je veux dire, on a tous une famille, on a tous d'autres passions dans la vie. Je suis surtout pas en train de faire l'apologie du fait de l'informatique de minuit à 23h59. Mais je pense que les projets perso, ça apporte énormément de choses. Et du coup, si on n'a pas le temps sur notre temps libre, peut-être qu'il faudrait toquer auprès de nos boss pour qu'ils nous en donnent un peu plus l'occasion. Alors du coup, je vais partager avec vous un projet perso que j'ai réalisé au mois de novembre. Donc en gros, j'étais avec mon collègue à Devox, on se marrait bien et tout. Puis après, on est devenu sérieux, on parlait d'un projet sur lequel on travaille. En fait, on est passionné par tout ce qui est présentation, euh, partage de l'information. On travaille aussi sur tout ce qui est documentation, mais là, on était sur tout ce qui est formation, présentation. Et du coup, on a commencé un outil euh, qui ressemble à peu près à ça, mais on essaye un peu de ne pas faire ce qu'on n'aime pas, par exemple ici dans PowerPoint. Alors, je parle bien de l'outil qui permet de présenter et pas tant de l'outil qui permet de créer les slides. C'est deux choses différentes. Donc ici, on a le mode présentation de PowerPoint. Donc ce mode présentation, il est génial vu qu'il y a énormément d'espace qui sert à rien. Le slide suivant, il est tout petit. Les notes, je vous laisse les lire quand on est à 1 mètre du... Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à les lire, c'est un peu compliqué. Sur Keynote, on est à peu près pareil. Il y a énormément d'espace qui sert à rien. On met des polices toutes fines. Et du coup, moi, je pense que c'est pas très lisible. Puis alors, les notes, j'en parle même pas, j'arrive pas à les lire. Normalement, au fond, vous n'y arrivez pas non plus. Sinon, balèze. Euh, donc nous, le prototype sur lequel on travaille, ça ressemble à ça. Il n'y a pas un espace qui sert à rien. Et on vient mettre énormément l'accent sur le discours, l'histoire qu'on essaye de raconter. Donc ici, c'est une présentation sur la documentation que j'ai faite récemment, où là aussi, je commence par une petite histoire, j'ai des petits emojis pour savoir qui doit parler, j'ai le bouton vert pour déclencher des trucs, etc. Donc ça, c'est une appli web. Alors comment ça fonctionne? En fait, sur l'écran du présentateur,
on a ce que vous venez de voir juste avant, le slide courant, le slide suivant, et le prompteur, en fait, les notes sous forme scrollable. Et du coup, on configure la machine en bureau étendu, et sur l'écran qui est projeté, qui est un deuxième écran branché sur le laptop, on vient placer une autre fenêtre de navigateur, et on fait dialoguer tout le monde ensemble. Du coup, tout ça, c'est relié par une espèce de bus d'événements. Si vous voulez en savoir plus, venez voir mon autre talk. Je suis obligé de faire de l'autopub. Donc c'est à 18h10, un truc comme ça. Mais donc là, on est bien en mode bureau étendu. Je fais dialoguer 2 pages web qui sont sur la même machine. Et le problème, c'est quand on a des démos à faire, c'est un peu compliqué. Parce que du coup, on repasse dans cet magnifique écran de settings. On passe du bureau étendu au mode recopie d'écran. Après, il faut peut-être qu'on change la résolution. Ça fait clignoter l'output, que ce soit pour vous, que ce soit sur YouTube. C'est un peu la galère. Du coup, nous, on s'est dit, est-ce qu'avec ce truc-là, on ne peut pas plutôt passer en mode recopie d'écran? Donc là, j'ai exactement la même chose. J'ai une seule page web qui est sur mon ordinateur. Et ici, elle est projetée exactement de la même manière. Et du coup, ensuite, sur une autre machine que j'ai ici, je vais avoir le slide courant, le slide suivant et mes notes. Je vous ai donné tous mes secrets, là, je me sens tout nu. Mais l'idée, c'est ça. Alors du coup, comment on va faire dialoguer les 2 machines? Alors, Hubert, la journée, au travail, il fait « Ok, safe, on est au boulot, on n'a pas que ça à foutre, on va prendre des WebSockets, on met un serveur, a priori sur cette machine, ce qui est plus simple. Les 2 pages web se connectent dessus, et tout le monde est content. Donc du coup, je relie mes 2 bus d'événements, et dès que j'envoie des événements sur la manette, ils sont passés aux différents écrans, et ils sont passés de l'autre côté du WebSocket, sur l'autre laptop. Mais ça, c'est pas très drôle quand même. Moi, ce que j'adore avec les projets perso, c'est que ça permet de découvrir des choses. Et du coup, je me suis dit, ça fait des années que j'entends parler à Devox et ailleurs de WebRTC. Du coup, je vais essayer. Je ne connais pas, j'ai envie de découvrir. Et du coup, l'idée, c'est exactement la même. On va relier les 2 machines avec une connexion WebRTC. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est WebRTC? Donc pour ceux qui connaît un peu WebRTC, qui en a déjà fait? Donc vous pouvez vous endormir maintenant, il y aura du son tout à l'heure, ça va vous réveiller, il n'y a pas de souci. Donc en général, quand on a entendu parler de WebRTC, on se dit ouais, WebRTC c'est comme Skype, mais dans le web. Alors c'est un peu vrai. Moi, quand je dialogue avec mes collègues en vidéo, on utilise Talkie. Donc Talkie, c'est une page web. On va sur Talkie / le nom d'un salon, on le partage à ses collègues et on peut dialoguer avec WebRTC en audio, en vidéo. Mais en fait, si on regarde de plus près la spec qu'il y a au W3C et la spec qu'il y a aussi sur tous les protocoles dont a besoin WebRTC du côté de l'IETF, eh ben, on peut faire un autre truc qui est super cool, c'est échanger de la donnée. Donc là, vous dites, ok, l'audio, la vidéo, c'était déjà de la donnée. Ouais, mais du coup, on va pouvoir faire du WebTorrent. Wow. En fait, là, si vous allez sur ce site tout à l'heure, webtorrent.io, le film que vous voyez, il est streamé de plein de nœuds. C'est un film libre de droit. Il est streamé de plein de nœuds qui sont découverts exactement avec le protocole torrent, mais ce coup-ci, il passe à travers des canaux de données WebRTC. Alors, il y a la même chose avec un outil qui s'appelle ShareDrop. Je vous le fais en très rapide. ShareDrop, vous allez dessus sur un ordi. Oui, alors j'ai beaucoup de démos où j'ai besoin de 2 ordinateurs, mais pour les projeter en même temps, c'est compliqué. Donc on va partir du principe que à gauche c'est un ordinateur, à droite c'est un autre. Mais donc sur ShareDrop, vous allez tous les 2 sur la même page web. Et si vous êtes sur le même réseau local, vous allez voir les autres personnes. Si vous n'êtes pas sur le même réseau local, il va falloir partager une URL. Et vous allez pouvoir dire, bah tiens, je vais choisir une image, je te l'envoie. Donc là, je clique sur Send. De l'autre côté, il veut me filer une image. Je clique sur Save. Je l'enregistre sur le disque. Et là, paf, j'ai un super t-shirt sur lequel il faut voter, qui n'est toujours pas, qui n'existe pas encore. Alors, du coup, WebRTC, comment ça marche? Alors, en gros, on va prendre, parce que Bob et Alice, j'en ai un peu marre, on va prendre John et Janice. Donc, John et Janice, ils sont sur le même réseau local.
Donc ils ont chacun une IP sur le réseau local. WebRTC, pour établir une connexion pair à pair entre deux machines directement, sans serveur entre les deux, il faut d'abord que John envoie une offre à Janice. Ok. Donc l'offre est envoyée à Janice. Ensuite, John, il va envoyer à Janice des ICE candidates. Et potentiellement, il va en envoyer un, deux ou trois, enfin ou plus. Un ICE candidate, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une manière pour John de dire à Janice, tu peux me contacter en direct de cette manière-là. Donc en gros, ça contient une IP, un port, TCP, UDP, etc. Donc Janice, elle va faire la même chose, elle va récupérer l'offre, mais ce coup-ci, elle va, à partir de l'offre, envoyer une réponse, et elle va envoyer un ou plusieurs ICE candidates pour dire à John comment il peut contacter Janice. Donc on va faire une petite démo. Check. Ce que je vous propose encore une fois, c'est de tricher un peu. On va dire qu'à gauche dans Chrome, c'est John, et qu'à droite dans Firefox, c'est Janice. Donc ici, j'ai deux pages web. John va créer l'offre. Ça va générer une description de cette fameuse offre. On va la mettre dans la text area qui est juste ici. On va la copier-coller. Ce sera un peu notre manière de tricher pour envoyer cette offre à Janice. Elle va lire l'offre, créer une réponse ici, et on va la renvoyer à John, et ensuite on va pouvoir dialoguer entre les deux pages. Alors, j'ai pas mal de démos. On va éviter de tout taper, mais je vais essayer de vous montrer les différentes API que moi j'ai découvertes. Alors vous dites, mais pourquoi il fait ça à la main? Pourquoi il n'utilise pas une librairie? Ben justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de découvrir. Moi, j'aime bien savoir comment ça se passe en dessous. Je vous rassure, je ne code pas en assembleur, mais j'essaye un minimum avant d'utiliser une librairie et dans la vraie vie de gagner du temps, sur mon temps libre, d'essayer d'apprendre comment ça fonctionne. Donc le premier truc, en fait, ici, je vous ai préparé une RTC Peer Connection. C'est l'objet principal pour établir une connexion WebRTC. Et à l'inverse de ce que font la plupart des gens, de l'audio et de la vidéo, moi, j'ai décidé de créer un data channel, donc un canal dans lequel je vais pouvoir échanger des données. Donc le premier truc, c'est que sur ma peer connection, je vais devoir créer une offre. Donc ici, je suis dans l'écouteur de clic sur le bouton Create Offer. Donc ça retourne une promesse. Donc si tout se passe mal, on catch les erreurs. Si tout se passe bien, en fait, on va avoir un objet qui est en fait l'offre. Et sur cet objet, il y a une propriété qui s'appelle SDP, donc Session Definition Protocol, un truc comme ça. Alors, à quoi ça ressemble ce truc-là? Je clique, je l'ai logué, donc voilà. Hop. Vous avez ici un cas très moderne de sérialisation clé-valeur avec D égale et des sauts de ligne. En fait, ça date de tout ce qui est SIP et voie IP. Donc, ils ont repris énormément de protocoles et de choses qui existaient. En fait, là-dedans, on a des IP, on a des passwords, des fingerprints. Ça a l'air cool. Je vous avoue que je ne suis pas allé dans tous les détails, en tout cas pas à ce niveau-là. Et en fait, une fois qu'on a créé l'offre, ce qu'on va devoir faire, c'est sur la peer connection, on va devoir dire à la connexion, la description locale de la connexion, c'est cette fameuse offre. Ok. Et en fait, à partir du moment où on crée l'offre et on dit à la connexion, la description locale de la connexion, c'est cette offre, c'est là que le navigateur va générer des fameux ICE candidates. Donc le navigateur il va se dire, bah, tiens, dans le réseau, je suis là. Si Janice veut me contacter, l'IP local, c'est ça. Et donc, on va rentrer dans ce listener-là qui, en fait, nous donne des ICE candidates. Au début, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir. Donc là, je crée l'offre. J'ai toujours mon offre qui a été loguée, normal. Et j'ai deux ICE candidates qui ont été logués. Et après, quand il a terminé et qu'il en a plus, il m'envoie nul. Et en fait, si on regarde là-dedans, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a plein de trucs, mais ce qui nous intéresse, c'est ici l'IP, le port et le fait qu'on soit en UDP. Et l'autre chemin possible que le navigateur a trouvé, c'est la même IP, un port différent et un TCP. Ok. Donc
Donc là, je suis sur un cas très très simple. J'ai fait exprès de simplifier, mais en gros, on a juste besoin de ça. Donc si je reviens sur le schéma, vous vous souvenez, on a envoyé l'offre, on a envoyé des ICE candidates. Je vais éviter de vous taper tout le code qui permet de faire la réponse et le retour. On va tricher un petit peu. Donc en fait, je vais rajouter un petit peu de code pour mettre la fameuse offre et tous les ICE candidates dans la text area que vous voyez ici. Okay. Quand la personne clique sur, donc Janice clique sur read offer, je vais finalement lire l'offre depuis la text area. Je vais initier la remote description. Donc en fait, c'est vraiment un tuyau. John crée l'offre, il set sa local description. Janice reçoit l'offre, elle set sa remote description. Après, elle crée sa réponse et on fait pareil dans l'autre sens. Tous les exemples que j'ai là, je vais les mettre sur GitHub, à mon avis ce week-end au plus tôt. Mais n'hésitez pas à me pinguer si c'est pas fait. Donc une fois que j'ai fait ça, si je dis pas de bêtises, on a fait les allers-retours et on s'est passé des ICE candidates. Donc on va essayer. Hop. Je vais ouvrir les DevTools aussi. Donc là, John crée son offre. Ça ne marche pas. Il me manque une petite anti-sèche. En fait, l'idée, c'est que je mets l'objet et les ICE candidates dans une variable et je la sérialise dans la text area. Donc là, on retrouve notre offre. C'est plein de blabla. Je passe là. C'est plus petit. Je ne sais pas pourquoi. Le CSS. Et donc ici, je vais pouvoir... Janice a récupéré l'offre, a créé une réponse et elle va passer la réponse à John. Donc une fois que je lis la réponse, nous avons un problème de démo. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Parfois, j'ai des problèmes de live reload. On recommence. John envoie l'offre à Janice. Janice lit l'offre, crée une réponse. Elle envoie sa réponse à John. John lit la réponse. Ça ne marche toujours pas. Alors, oui. Là, ce serait mieux. Donc, à chaque fois que je reçois des ICE candidates, je suis censé les mettre dans la text area. Je suis désolé. On recommence. Donc, vous avez bien vu qu'en fait, pour établir une connexion, il va falloir faire un aller-retour qui va contenir une offre, des ICE candidates, et une réponse des ICE candidates. Là, vous voyez, des deux côtés, j'ai un log à la ligne 78 qui s'est lancé et qui dit open. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste ici. J'avais préparé un peu de code. En gros, ça veut dire que le data channel est ouvert. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? En fait, je vais pouvoir, une fois que le data channel est ouvert, écouter les messages ici qui arrivent sur ce channel et je vais surtout pouvoir envoyer des messages. Donc en fait, j'essaye toujours d'envoyer des commandes next slide et preview slide d'un ordinateur à l'autre et je vais utiliser ce fameux tuyau. Donc là, encore une fois, j'évite de le taper, désolé. Mais l'idée, c'est que sur le data channel, j'envoie, alors je suis obligé de le sérialiser, mais j'envoie un objet JavaScript. Techniquement, on peut envoyer de la donnée, du binaire, etc. Par contre, quand on va envoyer un objet JavaScript, c'est à nous de le sérialiser. Mais si vous avez une image, une vidéo, il ne faut pas la mettre en base 64, vous pouvez l'envoyer en binaire sans souci. Allez, on essaye une dernière fois. Hop, hop. OK. Wow. Donc là, je clique sur Preview Slide, ça envoie les messages à Janice. Je peux dire à Janice de changer de slide et ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc là, vous dites, OK, c'est pas mal, mais dans la vraie vie, on copie-colle pas des trucs, on les envoie d'une autre manière. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'en fait, WebRTC, c'est une connexion de pair à pair, mais on a besoin d'un serveur. Et en fait, donc ça s'appelle dans WebRTC le signaling. Le signaling, on n'est pas obligé, il n'y a pas de spec en fait pour ça. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut l'envoyer là via des copier-coller, mais on peut l'envoyer autrement.
Ce que font la plupart des gens, c'est de l'envoyer avec des WebSockets. Donc là, ici, mon serveur de signaling, il est toujours sur mon réseau local, et je vais établir une connexion entre John et le serveur de signaling, Janice et le serveur de signaling, connexion WebSocket. Donc forcément, ils ont tous les deux besoin de connaître quelle est l'adresse IP de ce serveur. Une fois que j'ai fait ça, John va pouvoir envoyer ses ICE candidates et son offre, et Janice va pouvoir répondre. Et en fait, le fameux copier-coller que j'ai fait, dans la vraie vie, on passe par un serveur de cette manière. Une fois qu'on a fait ça, c'est plutôt cool parce qu'on a un tunnel finalement direct qui est fait entre Janice et John, et ils vont pouvoir s'envoyer des commandes. Alors ça, c'est sur un réseau local. Et moi, d'ailleurs, j'ai fait la plupart de mes expérimentations sur un réseau local. Quand on a Internet entre les deux, c'est plus compliqué. Je réfléchis par rapport au temps, mais je vais quand même vous montrer. Du coup, dans ces cas-là, on a toujours besoin d'un serveur de signaling. Il va être sur Internet. Donc là, c'est un serveur, on va dire mydomain.com. Encore une fois, on va mettre en place une connexion WebSocket entre les deux parties et le serveur de signaling. Et c'est en fait exactement ce qui se passe quand vous utilisez Skype, par exemple. Quand vous allumez Skype, je ne fais pas bien, vous envoyez des infos sur votre IP et plein de choses à Skype. Janice fait pareil, et du coup, quand vous voulez vous contacter, le serveur de signaling au milieu, il sait vous envoyer les infos pour pouvoir créer une connexion directe. Donc ça marche quand Janice peut contacter John sur 192.168.1.36. Sauf que quand John sort sur Internet, il y a un NAT entre les deux. Donc ici, mon NAT, c'est la ligne en pointillé. Mais en gros, dès que je passe cette ligne, j'ai une adresse IP publique. Donc John, quand il sort, il a une adresse IP publique, Janice, pareil. Donc comment ils vont faire pour pouvoir se contacter? Pour ça, on va utiliser un serveur qui s'appelle un stun server. Donc encore une fois, il faut qu'il soit publiquement sur Internet. Et l'idée, c'est que John va dire à ce stun, va faire une requête, va dire « je suis qui ?» Et en fait, comme le stun server est à l'extérieur, il y a tout un protocole, et il va dire « je te donne plein d'infos, tu as tel IP, tu as tel port, et tu as telles informations. Le NAT qui est entre nous deux, c'est de tel type. » Alors là, on arrive dans je découvre des choses, mais il y a des choses qui ne m'intéressent pas trop, quoi. Chacun son truc, hein, mais là, on est vraiment arrivé sur ma limite. Je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de NAT. J'ai encore du mal à tous les lister, mais tant que vous n'êtes pas sur un NAT symétrique, tout ça, ça va marcher. C'est-à-dire que, qui suis-je? Je réponds. Janice fait pareil. Elle dit, qui suis-je? Je réponds. Ça pourrait être des serveurs différents, finalement. Une fois qu'ils ont ça, ils vont pouvoir établir une connexion directe entre deux. Parce que Janice connaît l'IP publique par laquelle il faut passer pour aller chez John, et après elle connaît le port pour aller au bon endroit. Si vous avez un serveur NAT par lequel vous passez pour aller sur Internet qui est symétrique, là c'est un peu la mouise, quoi. Donc du coup, on va avoir besoin d'un troisième serveur, un turn server. D'après les stats que j'ai lus, c'est à peu près 10% des situations, il y a besoin d'un turn server. Alors vous dites, c'est pas grave, un signaling, on envoie quelques messages, stun, on envoie quelques messages, on peut mettre un troisième serveur. Sauf que le troisième serveur, il va faire le relais. Et du coup, si vous faites de l'audio et de la vidéo, bonjour la bande passante. On n'est pas du tout sur du passage de quelques petits bouts de données. Et en tout cas, il va faire le relais pour passer les messages dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, moi, j'adore les projets perso parce qu'en fait, j'ai appris énormément de choses. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il ne faut pas le faire à la main comme vous l'avez vu. Je vous conseille, et d'ailleurs je l'utilise dans ma démo pour que ça marche sur Firefox, Chrome, etc. J'utilise WebRTC Adapter.js, c'est une petite librairie qui va essayer de faire au mieux qu'elle peut pour que ça marche sur le plus de navigateurs possible. Elle est mise à jour très régulièrement. La deuxième lib que je vous conseille, c'est SimplePeer. Donc là, c'est un peu pour éviter tout le boilerplate que j'ai tapé. Vous dites juste, je veux discuter avec lui, les stun servers et turn servers, c'est ça,
et ça marche nickel. Alors, dès qu'on parle de TechnoWeb, il y a toujours la question, est-ce que ça marche sur IE-3 ? Du coup, on n'y est pas encore, mais c'est bien, mais... Enfin bon, voilà. En gros, vous allez sur Is WebRTC Ready Yet ? Vous avez pas mal d'infos sur Chrome, Opera, Firefox. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas celui entre Firefox et Edge, c'est Samsung Internet. Là-dessus, il y a pas mal de trucs qui marchent. Par contre, la spec continue à évoluer. Il y a des trucs qui ne marchent pas encore. Sur Edge, le problème, si vous regardez sur Edge et la colonne Data Channel, c'est rouge. Donc ce que je vous ai montré, ça va marcher que sur Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet. Donc ça, c'est un peu dommage. Et chez Safari, vous dites, ah, Safari, c'est tout rouge, c'est encore le nouveau IE. Non. On aurait pu dire ça avant. Safari, depuis 1 an et quelques, ils font des nightly release, je sais plus quoi. Ils publient de plus en plus sur ce qu'ils font. Ils gardent leur côté un peu secret. Mais là, si on regarde sur leur site, ils sont en train de bosser sur WebRTC. Alors ça ne veut pas dire que ça sort demain, mais ils ont plein de features qui sont à not planned, enfin not considering ou under consideration. Donc celle-là, ça veut dire qu'elle va arriver un de ces quatre. Et côté Microsoft, les data channels, bon, ils ne sont pas en train de les développer, mais ils y réfléchissent. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Alors moi, au départ, je voulais faire dialoguer ces deux machines-là sans serveur, en mode serverless. Mais bon, est-ce que c'est du vrai serverless? Bah ouais, parce qu'il y a un serveur au milieu. J'ai eu besoin d'un serveur de signaling, du coup, voilà. Alors, sauf qu'en fait, que ce soit sur un réseau local ou sur Internet, moi, j'aimerais bien faire ce que j'appelle, désolé, mais le serverless, vu qu'il y a un serveur, j'appelle ça du vraiment serverless. Et c'est en fait ça que j'aimerais faire, c'est est-ce que je peux faire dialoguer ces deux machines sans serveur au milieu et uniquement avec des techno-web. Et là, on rentre dans la phase d'expérimentation. C'est la phase vraiment cool. D'ailleurs, ce fameux signaling, donc je vous ai dit très souvent, on met un serveur de WebSocket entre les deux, mais il y a une RFC Poisson d'avril qui explique comment le faire avec des pigeons voyageurs. Il y a même une page Wikipédia. Après, je suis tombé sur pas mal d'articles. Il y a des articles comment faire du WebRTC sans avoir de serveur de signaling. La personne a fait une librairie, c'était intéressant. En fait, il sérialise les infos, mais il faut les envoyer autrement. Il y en a un qui a fait ça avec des QR codes. Ok. Donc en fait, il y a une machine là. J'ai mon téléphone. Je monte des QR codes à ma webcam. La webcam monte des QR codes à l'autre. Et on a échangé l'offre et les highest candidates. Ok. Un truc cool avec des QR codes. Et puis après, je me suis souvenu, moi j'ai quelqu'un a un Chromecast chez lui, ouais. Je me suis souvenu, il y a quelques années, on nous a dit, ouais, il y a un mode invité sur le Chromecast pour que même si tu n'es pas sur le Wi-Fi, tu puisses communiquer avec. Et ça utilise des ultrasons. Voilà, ça a l'air cool. Donc en fait, si on regarde la doc, ils expliquent qu'il y a une espèce de token qui est transmis avec des sons ultrasoniques. Puis en fait, là, j'ai continué mes recherches. Google, ils ont même un petit projet qui est pas hyper mis en avant, mais c'est une extension Chrome pour transférer des URL avec des ultrasons d'un navigateur à un autre. Pourquoi pas? J'ai continué mes recherches avant de vraiment expérimenter. Il y a pas mal de projets intéressants. Il y en a un ici qui fait du network avec Web Audio. Il y en a un autre. Enfin, j'ai trouvé pas mal de trucs cool. Sur cet article, vous verrez, la personne transmet des emojis de son téléphone à son ordi avec des ultrasons. Ouais, c'est cool. Et du coup, on en arrive à Web Audio. Parce que si je veux générer du son et comprendre du son avec des pages web, c'est la seule chose que j'ai. On va rentrer en mode méga accéléré, je vous préviens. Donc, la première partie, ça va être de générer des sons. Alors, comment je vais générer des sons? Eh bien, en fait, je l'ai fait tout à l'heure. Alors ça, comment ça marche? En gros, dans Web Audio, d'ailleurs, j'ai pas ouvert le bon navigateur. En fait, si on regarde dans Firefox, on va avoir des trucs assez intéressants. Donc Web Audio, ça marche avec des nœuds.
vous avez des nœuds sources, des nœuds destination. Entre les deux, vous mettez des trucs. C'est exactement comme ce qu'on fait avec des instruments de musique. Vous mettez 17 pédales d'effet et puis ça transforme le son de plein de manières. Donc, on a toujours besoin d'un contexte. Et ici, nous, on va jouer les Jean-Michel Jarre. On va créer un oscillateur. Alors, il y a pas mal de types d'oscillateurs, sinus, carré, triangle, etc. Il y a des musiciens dans la salle? Ouais, un La3, c'est 440 Hz. Donc là, je vais faire vibrer un sinus à 440 Hz. Et en fait, voilà pourquoi j'aime bien Firefox, parce qu'ici, dans les settings, on peut activer un truc web audio. Et du coup, c'est cet onglet-là. Et en fait, là, on voit j'ai 3 nœuds dans mon web audio. J'ai un oscillateur, je le passe à travers un nœud gain, et je l'envoie à la destination, mes haut-parleurs. Et donc en fait, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que mon oscillateur, une fois que je l'ai démarré, il oscille tout le temps. Par contre, je baisse le son. En fait, je mets le gain à 0, donc là, il oscille. Je ne sais pas à quelle vitesse, mais quand j'appuie là, non, pas celui-là. Quand j'appuie, on va y arriver, oui. Quand j'appuie là, désolé, le gain passe à une valeur supérieure et juste avant, je mets la bonne fréquence. Donc vraiment, c'est coder cette ocarina en mode... ça prend 46 lignes et il n'y a pas de librairie. C'est peut-être le seul projet où il y a un Gitignore et c'est tout, quoi. Le seul truc où j'ai un peu triché, c'est que je dise pas de bêtises, c'est que je suis allé sur Wikipédia, j'ai pris la liste de toutes les notes d'un piano et toutes les fréquences qu'il pouvait y avoir dessus. Et du coup, j'ai mis ça dans un fichier. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à écouter les key down, les key up. Alors après, il a fallu que je fasse un mapping aussi entre les touches. Ça émet des touches clavier en fait, tout simplement. Entre les key codes du clavier et les notes que je voulais faire correspondre. En fait, le plus long, ça a été d'apprendre à jouer la lullaby de Zelda, qui est disponible sur cette vidéo YouTube. Non, c'est pas moi qui joue sur cette vidéo, je vous rassure. C'est une personne qui joue vraiment de l'ocarina. Et en fait, ce qui est cool, c'est que là, je suis rentré dans la phase des projets perso où on s'amuse. Et c'est hyper important parce que moi, c'est là que j'apprends aussi énormément, c'est quand je m'amuse sur ces projets perso. La deuxième partie, ça va être de détecter du son. Donc là, encore une fois, je commençais à me poser des questions sur comment j'allais envoyer les sons entre les deux machines, comment j'allais encoder l'information, mais je ne savais pas encore trop. Et puis, je suis tombé sur cette page Wikipédia. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Donc au départ, je me dis, ok, c'est quoi ce truc-là? Donc je lis un peu le truc. Et là, j'apprends qu'en fait, j'allais dire quand on était petit, mais vous allez voir que ça existe encore. Quand on tape sur des touches de téléphone, ça émet 2 fréquences en même temps. Donc si je tape sur un 2, ça émet 681 et cette autre fréquence que j'ai pas envie de prononcer. Et la colonne de droite, moi je la connaissais pas. Apparemment, c'est utilisé par l'armée américaine. Bref, en tout cas, on peut envoyer 16 caractères différents avec 8 fréquences en faisant des combinaisons. Donc nous, on va le refaire avec Web Audio. Alors là, je vous ai préparé pas mal de code et en fait, je pense pas avoir le temps de le coder devant vous, mais encore une fois, ce qu'on va commencer à faire, c'est de dire je veux les médias de la page web, get user media. On va donner des contraintes, on veut que l'audio, mais on pourrait demander un accès à la caméra. Une fois que ça s'est résolu, j'ai un stream. Et sur ce... Alors en fait, il y a plein de tracks. Je sais pas trop, j'ai copié Stack Overflow. Et ensuite, on va de la même manière initialiser un contexte web audio. Il n'y en a qu'un dans chaque page web et c'est ça qui nous sert à créer les nœuds, le nœud oscillateur, le nœud gain, le nœud, etc. Donc là, on va créer une media stream source avec ce qui nous retourne ce qui est retourné de get user media. On va créer un analyseur de fréquences et c'est là que la magie est là, hein. Moi, je suis pas un expert en maths, je sais pas détecter des fréquences. Cet analyseur, on va pouvoir lui donner plusieurs infos, des seuils de sensibilité, etc. Stack Overflow, cette ligne, si en fait je sais ce qu'elle fait, mais c'est pas hyper simple à expliquer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre des mesures sur ce qu'enregistre le micro.
et on va récupérer ça sous forme d'un tableau, donc un uint8array, un tableau. Ici, vu la configuration, je vais récupérer 1024 valeurs, et ces 1024 valeurs correspondent aux fréquences entre 0 Hz quasiment et 22 000 et quelques Hz. Donc, qui a moins de 27 ans dans la salle? Ok, désolé, ça va faire mal. En fait, un adulte, de ce que j'ai lu, hein, on entend jusqu'à 20 000 Hz, un peu plus assez jeune, et entre 20 et 30 ans, ça commence à évoluer. Donc il y a certaines fréquences que certains entendront, certains n'entendront pas. Mais ce qui est sûr, c'est que comme je récupère un tableau de 1024 valeurs, il va falloir que je le fasse correspondre aux fréquences. Donc ça, c'est toujours un peu chiant. Et le tableau que je récupère, c'est des levels en fait. Donc c'est genre, dans les basses fréquences, les premières cellules, les premières cases du tableau, elles sont très fortes ou pas fortes, suivant si telle ou telle fréquence est forte ou pas forte. Alors, vu le timing, je vais utiliser mon anti-sèche. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui s'appelle listen, qui prend toutes les fréquences qu'il a détectées, qui les met dans le data array, et ensuite on va itérer dessus. Et ça nous permet de boucler à l'infini sur le navigateur. C'est là que c'est un peu limité, c'est que c'est pas hyper précis. On va pas pouvoir prendre des mesures toutes les nanosecondes, et ça c'est une grosse limite que j'ai rencontrée. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va itérer finalement, je vais quand même vous montrer. Ici j'ai mis les 8 fréquences qui nous intéressent, donc sur le tableau. Et ici j'ai itéré, donc frequencies, sur mes 8 fréquences, et je suis allé trouver l'index dans mon tableau de bytes, les 8 index qui correspondent. Je vous assure, quand vous aurez repris le code, ça fait sens. Donc j'ai plus qu'à itérer sur mes 8 volumes. Et pour chaque fréquence, je vais voir quel est le volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de sons à telle ou telle fréquence sur ces 8 fréquences. Et du coup, ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner les colonnes et les lignes des fréquences qu'on entend. Donc on va tenter. Normalement, j'ai du son. J'ai mis le mode invité pour qu'on ne voit pas mon carnet d'adresses. Voilà. Démo. Ouais. Alors, on commence? Non, on s'arrête là. En gros, ça c'est pareil, ça prend quelques petites heures à faire, on s'amuse. Par contre, ça marche pas très bien. Et c'est ça qui au départ m'a un peu vexé, c'est que c'est hyper sensible et que c'est un vrai métier de détecter des fréquences, donc ça prend pas juste 40 lignes. Mais j'ai quand même trouvé ça assez intéressant et j'ai appris pas mal de choses sur ce point-là. Sur Web Audio, check. Sur Web Audio, on peut faire pas mal de choses. Par contre, il y a toujours la question du support. Du coup, c'est pas trop mal supporté. Par contre, le fait de pouvoir récupérer les infos du micro, c'est moins bien supporté. Notamment sur tout ce qui est Safari, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Du coup, finalement, sur Safari, on va pouvoir générer des sons, on va pouvoir jouer sur des MP3 qu'on aurait chargés dans le contexte audio, etc. Du coup, là, j'avais de quoi générer des sons et comprendre des sons. Il nous restait la dernière partie, c'est encoder le signal. Donc forcément, je ne vais pas utiliser le système que vous avez vu pour envoyer... vous avez vu l'offre, à quoi ça ressemble, là, l'offer, c'est un peu... et donc là, on rentre dans le challenge. Et ça, c'est vraiment pour ça que j'adore aussi les projets perso, c'est le côté challenge. J'ai cette espèce d'énorme objet, le SDP et les Ice Candidates à envoyer. Est-ce que je dois tout envoyer? Pas sûr. Donc là, je suis tombé sur un super article qui dit est-ce qu'on ne peut pas faire du ménage un peu là-dedans? Donc là, c'est un peu comme dans Apollo 13, on a ça, et qu'est-ce qu'on peut virer pour que ça marche toujours? Donc la personne explique exactement dans les offres et les réponses WebRTC et dans les Ice Candidates, qu'est-ce qui est fixe en fait.
Et donc typiquement, dès qu'il y a écrit IP 2 points et une IP, bah, le IP 2 points, on n'a pas besoin de l'envoyer. Si on sait qu'on envoie et qu'on attend un objet de telle manière, de telle caractéristique, on va pouvoir enlever énormément de choses. Donc je vais terminer avec une dernière démo. Donc là, par contre, pour tout ce qui est encodage, il y a beaucoup plus de code. Ce que j'ai dû faire, c'est prendre l'objet réponse, l'objet offer, etc. Regarder ce qu'il y avait dedans. Il y a du ASCII, mais pas que. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux simplifier? Donc ce que j'ai fait, si vous prenez un message, que je dise pas de bêtises, si vous prenez un message hello, par exemple, il y a 4 H-E-L-L-O, il y a 4 lettres différentes, il y a 2 fois le L. Si j'envoie ça avec 4 fréquences, bah, c'est assez facile, on fait correspondre une fréquence à chaque lettre. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, enfin de la modulation de fréquences. Sauf que bah, j'aimerais bien essayer d'utiliser plus de fréquences et potentiellement utiliser plus que 4 lettres. Donc pour ça, j'ai trouvé une petite librairie qui s'appelle Bigint, qui m'a permis d'éviter mon cauchemar, à savoir passer d'une base 128, par exemple, de l'ASCII, à une base 32, si j'ai 32 fréquences, etc. Donc ça m'a permis facilement de changer de base. Après, j'ai créé un string codec, donc qui me permet d'encoder d'encoder différentes parties du message. Et il y a des parties qui utilisent que les caractères ASCII, il y a des parties qui utilisent un peu moins que ça. Donc vous le voyez, ligne 32, j'ai limité un peu les possibilités. Il y a des moments où on n'envoie que des nombres, que des IP, et donc j'ai essayé d'optimiser un maximum ce qu'on allait pouvoir envoyer. Et je suis parti du principe que d'un côté, j'allais envoyer peut-être 5 trucs, une IP, un truc en ASCII. Et donc de l'autre côté, je reçois 5 messages et je sais que les 2 premiers, il faut les décoder sous forme d'une IP. Donc j'ai un string codec, un sound codec. Donc une fois que j'ai changé de base, je vais le transformer en fréquence. Et après, j'ai un sound player et un sound listener, qui est une version beaucoup plus compliquée de ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc on va terminer par la dernière démo. Check, ok. Donc là, normalement, si je vais voir mon sound codec, on est sur des fréquences qui vont faire un petit peu mal, mais que vous allez entendre entre, je vais essayer de baisser, entre 1000 et 8000 Hz. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé juste la plus basse fréquence, la plus haute fréquence, et j'ai juste donné un seuil entre chaque fréquence. Donc il me calcule automatiquement combien de fréquences il va pouvoir utiliser. Donc là, par exemple, il utilise 63 fréquences, je pense. On va changer pour faire un effet démo. Qu'est-ce qu'on va dire? Jeff, il est en face de moi. Salut, Jeff. Ok. Comme vous voyez, c'est sensible. Donc là, ce qu'on va... Oui, c'est très sensible. Donc, quand ça passe sur on, quand ça passe sur on, c'est que il est en train d'écouter à droite. Donc là, on va essayer d'envoyer salut Jeff. Désolé. Alors, là, on voit que ça ne marche pas du tout. Donc ici, on a l'encodage en base 63, vu que j'ai 63 fréquences. Alors techniquement, 60 fréquences. Je me garde une fréquence pour démarrer le message, une fréquence pour arrêter le message, et j'ai une fréquence pour les différentes parties de mon SDP. Et il ne faut pas oublier aussi de... Enfin voilà. Donc là, on a eu un souci, ça n'a pas bien marché, et je m'en doutais avec les haut-parleurs. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode inaudible, ou en tout cas pour les moins jeunes d'entre nous. On va passer entre 17 500 Hz et 21 500 Hz. Donc là, normalement, c'est un peu moins sensible, parce qu'à part quand j'éternue, j'ai jamais réussi à générer des ultrasons, je vous assure. Ok, est-ce que ça marche? On va l'écrire sans cédille, parce que je suis pas sûr que ça... Voilà. Non. Ah, j'ai parlé en même temps. Donc je vais mettre plus fort. Alors c'est ça qui est bizarre aussi, les haut-parleurs et les micros d'ordinateur sont pas du tout faits pour ça, pour les ultrasons. Donc
Si on met trop fort, ça rentre en résonance et on entend quand même le haut-parleur. C'est un peu bizarre. Donc, on va la refaire. Ouais! Je peux aussi le faire de celui-là. Celui-là, c'était préparé, mais il me reste plus de temps. Du coup, je termine. Pardon. Pour moi, les projets perso, c'est cool et c'est pas grave si c'est pas fini. Vous le voyez, mon truc il pique, il n'y a pas de CSS, c'est pas grave. La doc et les tests, presque, j'ai dit presque. Moi, j'ai fait des projets perso juste pour m'amuser avec une librairie de tests, pour tester, pour améliorer ma manière de faire des tests unitaires. Donc, je dis OSEF, mais ça va dépendre. Disons que dans le code que vous verrez là, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis forcément, pour moi, les projets perso, c'est super cool parce que ça permet de partager avec les gens. Si j'avais encore plus de temps, je pourrais créer des blog posts et j'aimerais vraiment le faire. Je vais au moins essayer de vous partager les projets GitHub. Et donc quand moi, je repense finalement à ce que me disait ma compagne, mais à quoi ça sert? Bah écoute, en une semaine, 10 jours, j'ai appris WebRTC, Web Audio, j'ai révisé mon encodage de signal, j'ai fait des révisions sur le réseau, je me suis amusé, j'ai fait un instrument de musique. Franchement, c'est déjà pas mal, quoi. Merci beaucoup.